À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, nous souhaitons vous partager le témoignage de plusieurs frères et sœurs qui vivent cette maladie de près ou de loin. Bonjour ma sœur, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Pierrick. Je m'appelle Merveille, je suis maman, épouse, maman de 2 enfants, épouse et fille du Seigneur. Donc tu souffres de la drépanocytose. Oui. Comment est-ce que tu as été diagnostiquée? Ça fait combien de temps que tu sais que tu souffres de cette maladie? Alors, ça fait combien de temps du coup? 34 ans, vu que j'ai 34. On m'a diagnostiquée quand j'avais 3 mois. Et comment c'est arrivé? Ma mère me disait souvent, comme je suis l'aînée d'une fratrie de 3, et comme du coup je suis sa première, elle me disait en fait que je gigotais beaucoup dans ses bras. Il y avait une période où je pleurais plus que d'habitude et je gigotais plus que d'habitude. Et en fait, elle avait l'impression que je la rejetais ou que je ne l'aimais pas ou qu'elle faisait mal les choses. Et suite à mes pleurs qui ne cessaient pas, elle a décidé de me consulter, sachant que c'est dans les années 90. La maladie n'était pas trop connue. Et après la consultation, ils ont vu que j'avais la maladie. À partir du moment où tu t'es rendu compte que tu étais malade, comment est-ce que tu l'as vécu en grandissant? Quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées dans ton quotidien? Alors quand j'étais plus jeune, je l'avais mal vécu parce que j'avais ce sentiment d'exclusion. Et je me comparais beaucoup avec les autres enfants qui, eux, étaient en bonne santé. Et je faisais pas mal de crises. Donc on appelle ça des CVO en fait. C'est des crises vaso-occlusives. Et donc ça va provoquer des douleurs au dos, aux jambes, aux bras. En tout cas, pour moi, ça se manifestait de cette manière-là. Et pour d'autres, ça se manifeste encore différemment. Mais pour moi, les douleurs étaient principalement centrées au niveau du dos, des bras, des jambes. Et ça venait vraiment de manière inopinée. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais bien me porter, etc. Et dans la nuit ou demain, je vais avoir une douleur en fait. Quand j'étais au collège, donc il y avait un voyage qui avait été organisé avec plusieurs classes, un voyage au ski, un voyage de classe de neige. Et je n'y étais pas parce que avec cette maladie, on peut pas aller au ski. Enfin, on peut pas dépasser plusieurs mètres d'altitude en fait. Ce qui m'avait beaucoup contrariée. Et à partir de ce moment-là, je m'étais dit, mais pourquoi en fait? Je me suis posé la question de pourquoi est-ce que c'était pas juste. Voilà, à cause de cette maladie, du coup, je suis privée de faire certaines choses. Je suis pas comme les autres. Donc, durant ma période de jeunesse, je le vivais pas très bien. D'accord, donc tu l'as vraiment mal vécu en grandissant. Ouais. Et aujourd'hui, tu as 34 ans, tu es mère et tu travailles. Et Ouais. comment est-ce que tu le vis aujourd'hui en tant que chrétienne, mère, épouse? Je le vis beaucoup mieux. Je le vis beaucoup, beaucoup mieux. J'appuie bien sur beaucoup, beaucoup parce que entre ma jeunesse, il y a eu l'adolescence, la rencontre avec le Seigneur et aussi la compréhension de cette maladie. J'ai gagné en fait plus d'assurance parce que déjà toute mon enfance jusqu'à début vie d'adulte, j'étais très bien accompagnée par mes parents. J'ai jamais eu de rejet, j'ai jamais eu de comparaison en fait venant de mes parents, disant voilà un tel, jamais. Quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a déjà délivré tout le côté spirituel, voilà, mais aussi restauré par rapport à cette maladie. C'est-à-dire que j'ai compris que ce n'est pas parce que je suis malade, que j'ai une maladie, que je suis pas enfant du Seigneur. Même si j'ai cette maladie, qu'il ne me guérisse ou pas, je vais au ciel. Voilà. Le deuxième point, c'est que mes parents m'ont toujours accompagnée au travers de cette maladie. J'ai jamais ressenti de rejet, ni de comparaison avec mon frère ou ma sœur concernant cette pathologie. Arrivée au mariage, avant même de rencontrer mon mari, je disais au Seigneur, je ne veux pas dire que quand tu permettras que je rencontre l'homme que tu as prévu pour moi, je ne voudrais pas lui dire que j'ai une pathologie. Par contre, parce que je trouvais que c'était quand même un peu humiliant.
un peu gênant même. Et je lui disais: «Bah, je préfère que tu voilà, que tu lui dises, qu'il l'apprenne de toi-même». Je sais pas par qui, mais qu'il l'apprenne, d'une autre manière. Et concernant les symptômes de la maladie, aujourd'hui, est-ce qu'ils se manifestent toujours autant qu'avant? Comment ça se passe? Comment tu les vis en étant adulte? Ça a beaucoup changé parce que quand j'étais plus jeune, donc j'avais beaucoup de douleurs, énormément. Hem, J'étais souvent, très souvent hospitalisée, comme je l'avais dit. Mais donc on va dire de ma naissance à, 14 ans, j'avais beaucoup d'hospitalisations et de 14 ans à mes 24 ans, plus rien. C'était juste des petites douleurs ici et là, des douleurs gérables comme on dit, souvent. C'est-à-dire que ces douleurs gérables, en fait, c'est que quand j'ai des douleurs, quand je suis en pleine crise, je vais juste prendre des antalgiques. J'aurais pas besoin d'être hospitalisée, en fait. Et voilà, ça se passait souvent comme ça. Jusqu'à un certain moment, donc à 24 ans, où j'ai arrêté de prendre mes traitements parce que j'ai pas précisé, mais avec cette pathologie, en fait, j'ai un traitement qui s'appelle Cyclos. Et en fait, ce traitement-là, ça aide à créer de nouveaux globules, des globules sains. Et bah, j'étais dans une phase où vraiment j'en pouvais plus, en fait, donc j'ai complètement arrêté de les prendre. Et en fait, à 24 ans, j'ai eu une douleur plus un syndrome thoracique. Donc en plus de mes douleurs dorsales, des membres supérieurs et inférieurs, j'ai eu en fait, des douleurs atroces au niveau du thorax et ça s'était infecté. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu et ça donne, des difficultés à respirer et suite à ça, donc ça c'était quand j'avais 24 ans par là et donc suite à ça, donc on m'a changé de traitement. On m'avait fait aussi une transfusion. C'était la première depuis 10 ans. Et depuis voilà 24 ans, les douleurs commençaient à se stagner. C'est-à-dire que, voilà, on va dire sur une période de 1 an, je pouvais faire juste, un séjour un séjour d'hospitalisation et le reste du temps, bah, j'allais bien en fait, j'allais bien. Et maintenant, aujourd'hui que je suis mariée et que je suis devenue mère, bah, c'est on va dire en dents de scie parce que, il y a différents facteurs en fait, dans cette maladie qui provoquent, des crises. Ça peut être, la chaleur, ça peut être, le froid comme en hiver, ça peut être les vêtements serrés, ça peut être, l'épuisement et la fatigue. Comme c'est une pathologie, qui concerne en fait donc le sang, qui provoque aussi beaucoup d'anémie. Le fait d'être épuisée, ça donne, beaucoup de douleurs. Et maintenant que je suis devenue maman, il m'arrive malheureusement d'avoir, beaucoup de douleurs au dos. Mais du coup, c'est des crises gérables. C'est-à-dire que je vais pas à l'hôpital pour autant, mais je vais prendre les traitements ou sinon je vais prendre, l'oxygène que j'ai chez moi. Voilà, pour m'aider à me soulager, et bah, comme on parle d'hospitalisation, j'ai eu une hospitalisation, l'été dernier, 1 semaine, donc en l'été 2024, alors que ça faisait 3 ans que j'en avais plus eu. Parce que mon corps, on va dire, a commencé à se stagner, voilà, à trouver un rythme jusqu'à ce que, bah, mon corps en fait, se fatigue. Quel est le regard de ton entourage sur cette maladie et comment est-ce qu'ils la vivent au quotidien? Je vais séparer cette question en 2. Mon entourage, donc comme je disais, mes parents, donc très proches, donc on a toujours bien vécu. Enfin bien vécu parce qu'on est conscient que voilà, la maladie est présente et que malheureusement, bah, enfin on vit avec quoi. Et l'entourage plus élargi, par exemple les cousins, les tantes, les oncles et tout, ne sont pas spécialement au courant. Ou bien ils le sont, mais on n'en parle pas vraiment quoi, parce que, bah, ça reste tabou malheureusement. Et aujourd'hui, par exemple avec mon mari, bon il y a pas de tabou, hein. Quand je lui dis que j'ai des douleurs, je lui dis. Quand j'ai des douleurs, j'en ai.
Il se peut que comment dire? Il se peut que la douleur, elle soit, plus ou moins longue aussi, ça dépend. Aujourd'hui, par exemple avec mes collègues, d'entrée, dès le départ, je leur ai dit que voilà, j'ai une pathologie, parce que je suis auxiliaire de puériculture et j'en ai parlé directement à ma supérieure. Voilà. Je lui ai dit que voilà, j'ai cette pathologie, je voulais pas m'en cacher et surtout, je voulais pas les mettre en difficulté parce que comme c'est une maladie qui provoque des douleurs de manière inopinée, je voulais vraiment pas les mettre en situation, délicate suite à mon absence ou un épuisement ou voilà et donc voilà, pour les proches, j'essaye plus ou moins les proches éloignés, on va dire, donc les collègues ou un peu plus large. Je vais seulement dire que j'ai une pathologie sans forcément rentrer dans les détails. Puis après, si je me sens de leur en parler, je leur en parle sans forcément non plus aller trop loin. Mais voilà, je vais quand même être, transparente avec cette pathologie. Après, voilà, ceux qui m'acceptent avec, tant mieux. Ceux qui m'acceptent pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Il y a ma famille, mes proches qui m'aiment avec, donc bon, ça me va. Ok. Et comment tes enfants le vivent? Est-ce qu'ils sont conscients de ta maladie? Alors, pour les enfants, je vais plus parler de mon fils aîné, qui a 3 ans. Lui, il sait que je suis malade. Parce que la première fois que j'ai fait une crise avec lui, bon déjà, bah, c'était quand j'étais enceinte de lui, déjà concrètement. Quand j'étais enceinte de lui, j'ai dû être hospitalisée parce que, bah, c'était un temps où il neigeait. J'avais pourtant ma doudoune, mon écharpe et tout, mais le froid était plus fort que mon corps. Donc j'avais des douleurs, atroces au niveau des côtes. J'arrivais pas du tout à respirer, c'était très, très compliqué. Et donc j'étais hospitalisée, je crois, 2 semaines environ parce que, bah, j'étais enceinte et voilà, enceinte de 5 mois à peu près. Du coup, quand c'est une hospitalisation comme ça, bah, je suis, sous morphine, tu vois? Et sous oxygène, enfin voilà, c'est quelque chose de quand même lourd et ça a été très contrariant. C'est déjà arrivé que j'ai eu des crises, enfin d'avoir des crises, devant mes enfants. Par exemple, ils devaient avoir, 6 mois quoi. 6 mois, voilà, je suis là à la maison avec des douleurs, j'ai l'oxygène, mais je vais continuer de m'occuper de lui, donc voilà, si je parle de ça, c'est pour dire que oui, il a commencé en fait à le sentir et à le grandir à grandir avec ça assez tôt et par exemple, aujourd'hui, quand il va me voir avec une bouillotte, parce que la bouillotte en fait va m'apaiser vu que c'est chaud en fait. Le chaud, ça va venir, détendre mes muscles et détendre là où j'ai mal. Il va me dire: «Ah maman, tu as mal au dos?» et je vais lui répondre: «Oui, j'ai mal au dos». Il sait que j'ai une maladie, mais il sait pas comment ça s'appelle parce que bon, il a que 3 ans en fait. Mais j'essaye vraiment de le sensibiliser, voilà, comme je peux, simplement en fait. Quand il me voit avec l'oxygène, il sait ce que c'est, quand, quand je lui dis: «Attends, je peux pas te porter parce que, j'ai vraiment mal au dos», il dit: «Ah, tu as encore mal au dos?» Oui voilà, j'essaie vraiment de le sensibiliser, et de l'apprendre en fait à être patient, avec moi quand, je peux pas faire certains gestes ou certaines choses, quoi. En parlant des enfants, comment est-ce que tu as abordé la question de la transmission génétique de la maladie? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur? Est-ce que tu avais des appréhensions en te mariant? Alors, pour la transmission de la maladie, mon père me disait souvent, que quand je rencontrerais, le jeune homme, que je lui demande en fait, si, il a des antécédents, voilà, qu'il fasse des examens et cetera et je lui disais que je le ferais pas parce que je trouve que c'est déplacé et puis, voilà, j'ai pas eu l'occasion j'ai pas eu besoin de le faire parce que, bah, étant donné que le Seigneur a permis, que dans sa famille, il y ait une personne qui est drépanocytaire, donc j'ai pas du tout eu l'occasion de lui demander. Mais sinon, quand je suis tombée enceinte, le médecin qui me suit, parce que c'est toujours le même du coup, m'a dit de faire des examens, enfin que mon mari fasse des examens pour voir, concrètement ce qu'il en est, pour savoir s'il est porteur, de la drépanocytose, du gène malade en fait, c'est, le gène S et moi en fait je suis drépanocytaire, homozygote. Donc ça veut dire que j'ai 2 gènes malades. Du coup, donc mon mari a fait des examens. Au début j'étais contre, je m'y opposais parce que je me disais: «Mais
Mais comme je suis drépanocytaire ESS, je sais que mes enfants seront porteurs sains. Et il a quand même fait des examens et il s'avère qu'il est en très bonne santé. Et pour ceux qui connaissent les gènes, donc voilà, il est AA. Donc ça fait que mes enfants sont porteurs sains de la pathologie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément soulagée parce que, encore une fois, comme je suis chrétienne et que je parle souvent au Seigneur, je lui disais: «Je ne veux pas d'enfants malades, je veux que la maladie s'arrête à moi. Et même si tu ne me guéris pas, c'est pas grave. Tant que mes enfants ne vivent pas ce que j'ai vécu, ça me suffit en fait». Et quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai jamais demandé de faire des examens et cetera. Quand j'ai vu par les résultats que ces gènes étaient AA, j'étais vraiment choquée. Je m'y attendais, mais pas du tout, pas du tout. Et ça m'a enlevé un poids dans le cœur, vraiment, parce que je me disais: «Mais mes enfants ne vont jamais, jamais vivre ce que j'ai vécu, les douleurs, les pleurs, les traitements, jamais en fait». Est-ce que ton entourage ou les médecins qui t'ont suivi t'ont proposé la greffe de moelle osseuse? Oui, ils l'ont proposé à mes parents, mais j'étais très jeune. Ils avaient demandé, à ma mère si c'était possible, de la faire avec mon frère parce que lui, il est, AA du coup. Il est en très bonne santé. Ma mère a refusé parce que, on a 16 mois d'écart. Donc voilà, les jeunes et tout, elle a refusé. Et elle-même, c'était pas possible étant donné sa santé. Mon père aussi, bon, c'était pas possible non plus. Et on n'a plus jamais abordé cette éventualité-là jusqu'à, ma première grossesse avec, mon médecin qui m'a demandé, voilà: «Est-ce que mon mari ou mon frère, est-ce que ça m'intéresserait du coup?» Et franchement, je lui ai dit: «Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie, de donner cette charge à mon frère, de me donner une moi je j'ai pas envie de lui faire subir, cela». Déjà qu'il a grandi avec cette pathologie, en me voyant, il m'a beaucoup soutenue, hein, comme ma petite sœur, mais j'allais pas lui dire en plus, voilà, de passer sa moelle osseuse, pour avoir, non. Je me suis habituée en fait avec la pathologie et voilà quoi. Donc à la place de ça, en traitement plutôt, j'ai toujours les transfusions, même actuellement. J'ai des transfusions une fois par mois et après j'ai des traitements, que je prends aussi, quotidiennement. Quels sont les enseignements que le Seigneur a pu te communiquer au travers de cette maladie et qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à une personne qui souffre de cette maladie, qui vient d'être diagnostiquée et qui se pose la question de savoir si elle pourra vivre normalement, se marier, avoir des enfants? Avec le Seigneur, en vrai, je lui fais confiance, quoi. Comme j'ai déjà dit, s'il veut me guérir, il me guérit. S'il me guérit pas, c'est pas grave. Je sais que j'irai au ciel, donc au ciel, il y a plus de maladie, donc voilà. À condition juste que je prenne bien mes traitements, que je sois pas trop, têtue avec ça, parce que des fois, les prendre quotidiennement aussi, bon, c'est un peu fatigant. Mais sinon, voilà et pour, une personne qui vient d'être diagnostiquée ou, pour l'encourager, en fait, c'est possible de vivre avec cette pathologie. C'est vrai que la drépanocytose quand même il y a plusieurs formes de cette pathologie. Il y en a carrément qui ont des ulcères, enfin c'est assez compliqué, mais on peut faire quand même des choses. C'est-à-dire un peu de sport, mais avec une bonne mesure. Avoir des enfants, c'est possible. Toujours en parler avec le médecin pour voir, les possibilités parce que voilà, chaque cas est différent. Mais c'est possible d'avoir des enfants, c'est possible d'être marié avec cette pathologie parce que, le mari en bonne santé ou la femme en bonne santé, bah, va savoir prendre soin en fait de sa femme malade ou de son mari malade en fait. Faut juste, vivre, faut essayer de pas trop, être, se démoraliser à cause de la pathologie. C'est difficile, c'est vrai, mais faut juste, vivre et voir que les personnes qui sont autour de nous, de soi, nous accompagnent. C'est ce qui nous permet aussi de tenir en fait.